bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés à vous présenter des travaux qui vous prennent beaucoup de temps. On en est très conscient. Voilà, donc là on est bon. Donc on va vous faire une présentation de voix. Je vais vous faire la présentation des résultats. Donc 2023 qui sont un peu vieux parce qu'actuellement vous êtes en train de collecter les données. Alors, vous collectez les données 2023 pour le recueil 2024. Mais on va faire un petit tour quand même des indicateurs puisque maintenant on est en recueil biennal. Alors attendez, on y arrive. C'est bon. Juste pour faire un petit récap de ce qu'on va parler là, on va parler uniquement d'indicateurs de qualité de sécurité des soins, parce qu'à l'HAS, on est en train d'en développer d'autres pour s'adapter aux différentes utilisations, pour revenir dessus. Et donc ceux-là, les indicateurs de qualité de sécurité des soins, ce sont des outils, comme tous les indicateurs. Ce qui compte, c'est le travail que vous mettez après dessus pour voir comment vous pouvez changer vos pratiques s'il y a besoin de les changer. Parce que quand on a un bon résultat d'indicateur, on s'en satisfait, on le communique. Et je ne dirais pas qu'on passe à autre chose, mais on reprend nos pratiques. Voilà, donc l'idée, c'est les indicateurs de qualité de sécurité des soins, ils mesurent soit le bon déroulement d'une procédure de soins, c'est ceux que vous êtes en train de collecter, notamment à partir du dossier patient. Et puis, on a des indicateurs de soins qui sont sur le résultat, et là-dedans, on y fait rentrer les résultats d'ISATIS, mais aussi les indicateurs qu'on calcule notamment à partir du PMSI, qui ne vous prennent pas de temps de calcul, puisqu'on utilise les données que vous avez remontées, donc il y a quand même votre temps de codage, mais il va vous demander du temps après pour essayer de voir les événements qui ont été relevés et essayer de comprendre comment ils ont pu arriver. Donc ces indicateurs qui suivent une méthode éprouvée, qu'on applique tout le temps et qu'on peut appliquer grâce aux établissements de santé, notamment qui participent à nos groupes de travail. Donc avec cette méthode-là, on arrive à avoir des indicateurs qui sont validés et pertinents pour différents champs, et ça permet d'avoir une utilisation large. La première utilisation, c'est pour les professionnels de santé. Ils sont développés pour ça, et ils sont là pour vous aider à avoir une mesure nationale, pas réinventer les indicateurs en local s'il n'y a pas besoin, et donc d'améliorer vos pratiques, et ils servent dans la procédure de certification. Ils servent aussi pour les usagers. On est bien conscient que ce ne sont pas des indicateurs faits spécifiquement par la diffusion publique. Il y en a certains qui sont très difficilement compréhensibles, mais ça fait partie de la démocratie, et la HAS met ces indicateurs en diffusion publique quand elle considère qu'ils ont toutes les qualités pour pouvoir être au moins justes d'un point de vue comparaison. Et on fait de l'open data et ainsi de suite. Pour les établissements, de manière plus générale, ils servent au management de la qualité, ils servent aussi dans la procédure de certification à ce niveau-là. Et puis pour les régulateurs, puisque s'il y a des régulateurs qui souhaitent utiliser ces indicateurs, qui vous ont demandé beaucoup de temps de collecte ou d'analyse et qu'en plus ils ont été validés, tant qu'à faire, autant que ça serve. Voilà. Alors, pour rentrer dans les résultats en tant que tel. Alors, on a eu un changement de format, donc c'est un peu sauté, c'est pas grave. L'idée, c'était de vous dire que en 2023, on avait repris le recueil biennal. Alors, il y a eu quelques années, notamment juste avant le Covid, où il a fallu faire du recueil annuel d'indicateurs dossiers patients pour des contraintes qu'avait le ministère. On a revu cette feuille de route parce que c'était trop de travail pour les établissements, et surtout, nous, on voulait vous laisser du temps entre deux mesures pour vous améliorer. Le minimum, c'est 2 ans. Donc, on est revenu sur ce biennal, ce qui fait que vous avez une alternance maintenant, notamment sur les dossiers patients, d'une année sur l'autre. Il y en a certains qui sont toujours là, c'est les ISATIS, c'est en continu, on n'arrête pas le système. Et puis, il y a tout ce qui est infection associée aux soins, on va revenir dessus, vous adorez les revoir chaque année, ceux-là. Donc voilà pour ce que j'avais à vous passer sur le programme que je vais vous dérouler 2023. Alors, sur les indicateurs, les résultats. Je ne vais pas tous vous les passer parce que ça va être lourd et compliqué. Ce qu'on voulait souligner sur la lettre de liaison à la sortie, qui est un sujet pour les établissements, alors que cette lettre, c'est juste un compte-rendu de fin d'hospitalisation qui doit maintenant être remis au patient le jour de la sortie et transmis au médecin le jour même. C'est ça, la vraie nouveauté. Le reste, c'est ça. Enfin, voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ça. Et ma collègue de la CNAM reviendra dessus par rapport à l'accompagnement qu'ils ont développé. Sur la psychiatrie, sur les 2 mesures qui ont été faites, on a eu quand même plus de 10 points au national et en régional. Donc il y a eu une forte mobilisation pour travailler sur ces indicateurs et sur la complétude de cette lettre qui permet une meilleure coordination avec l'aval. Et donc ça, on en est très satisfait, même si les résultats ne sont pas très hauts, parce qu'entre guillemets, on est autour de 50 sur 100. Mais voilà, il y a une belle dynamique et on tenait à la souligner. Sur l'évaluation de la prise en charge de la douleur, ça, c'est un indicateur qui est un peu saturé. Donc je voulais juste vous prévenir, vous inquiétez pas de la baisse en Aquitaine. Vous êtes à 90 sur 90% de patients qui ont une évaluation. Donc là, perdre 1 point, c'est pas grave. Mais bon, fallait que je le note. En bas de la diapo et pour les autres diapos, vous avez les volumes à chaque fois du nombre d'établissements qui sont au niveau aquitain concernés par l'indicateur en question et au niveau national pour que vous ayez un peu une idée de la part de la Nouvelle-Aquitaine qui est quand même une grosse région et qui représente quand même un nombre conséquent d'établissements.
Donc ces indicateurs, on peut encore travailler dessus sur la lettre de liaison à la sortie. La douleur, elle est saturée, mais il y aura sûrement des recueils en 2025 de ces indicateurs parce qu'ils vont rentrer a priori dans IFAC. Sur la psychiatrie, on a eu pour la première fois la mesure d'indicateurs en CMP. C'était vraiment la première fois que ces structures-là se confrontaient à de l'audit de dossier, parce que la psychiatrie, elle en fait depuis 2010 en temps plein. Et donc, elle a été confrontée pour la première fois, les CMP ont été confrontés pour la première fois à ce recueil. Ils ne connaissaient pas forcément les indicateurs, même si on avait fait des grosses expérimentations. Et donc, on a fait cette première mesure bilan. Les résultats ne sont pas bons, ni en Aquitaine, ni en national, mais ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à des dossiers qui nécessitent d'être structurés. Ça nécessite, c'est peut-être de la traçabilité aussi qu'il y a à mettre en place. Et puis, il y a peut-être des problèmes de pratique. Mais déjà, il faut déjà éplucher tout ça. Donc on a cette première mesure et ce sera renouvelé l'an prochain et on va rentrer dans une dynamique. Sur les escarres, qui est un vieil indicateur, comme l'aide de liaison et la douleur, on revient juste dessus parce que depuis plusieurs campagnes de recueil, on avait une baisse. Même si les résultats étaient bons, on avait des baisses régulièrement, 2-3 points chaque année. Et on a fini par enrayer cette baisse. Il y a eu un travail de fait avec la FNEAD notamment pour travailler sur cet indicateur parce que ça commençait à être vraiment préoccupant. On avait perdu plus de 8 points sur 3 campagnes. Et donc, il y a eu une remobilisation sur cet indicateur et on en est très satisfait. Sur l'AVC, vous avez eu un gros pavé d'indicateurs à recueillir sur cette pratique clinique. On ne l'avait pas mesuré depuis un petit moment. Et cette année, on a pu coupler l'AVC en MCO et l'AVC en SMR. Les résultats sont mitigés. Il y en a des très bons, des indicateurs avec des bons résultats, l'accès à l'évaluation neurovasculaire, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on est content, mais il y a quand même des indicateurs qui posent question sur la planification du suivi post-AVC, la prévention des pneumopathies d'inhalation. Donc c'est des résultats qui sont à travailler. Il y avait une telle masse d'infos qu'on ne sort le rapport d'analyse que la semaine prochaine. Donc il nous a fallu 1 an pour traiter les données, mais ça aurait été dommage d'avoir, avec la telle quantité de données qui est faite à partir d'un audit de dossier où vous êtes beaucoup impliqués, de juste sortir les diapositives avec les résultats dedans. Donc l'analyse complète, elle est prévue pour être sortie, on est mi-juin, en juillet, elle sera publiée. Voilà, donc vous pourrez revenir là-dessus, mais c'est des résultats hétérogènes qui nécessitent de travailler quand même avec les professionnels. Alors sur la diapo, je vois qu'on n'a pas la fin de mes travaux, mais donc il n'y a pas de mesure pour l'instant de planifier parce qu'on a des travaux au cours à la HS qui sont en cours sur le parcours. Donc il y a des travaux qui sont là-dessus, donc les indicateurs seront revus à l'aune de ces travaux-là. Et sinon, on travaille avec les entrepôts de données de santé. On travaille avec le CHU de Bordeaux, le CHU de Lille et la PHP pour voir comment on peut utiliser ces entrepôts de données pour calculer des indicateurs de qualité de sécurité des soins. Alors on en est très loin encore avec du déploiement, mais c'est une source intéressante notamment pour les délais, parce que pour ceux qui ont fait des audits de dossiers AVC avec des délais où il fallait rentrer des dates et des heures, au bout du 10e dossier, vous aviez beaucoup de chances de vous tromper. Donc c'est quand même problématique. Donc là, on est en train de voir si cette source de données peut être intéressante pour remonter de l'info sur ce type d'indicateur. Sinon, les infections associées aux soins. Je vais surtout vous parler de solutions hydroalcooliques. Alors c'est votre préféré, c'est Ixcha, c'est celui que tout le monde déteste. Mais il avait bien progressé pendant les grosses années Covid. Donc on avait pris 11 points, on était contents, c'était en progression. Mais on les a tous perdus. Voilà, donc je ne vais pas dire qu'on se lave plus les mains, mais quand même, il y a un relâchement. Donc, quand même, notre indicateur suit les variations de consommation. Et puis, il y a un petit nouveau, c'est la vaccination antigrippale des professionnels de santé. L'an dernier, vous l'avez recueilli pour la première fois. Cette année, vous êtes en plein dedans, parce qu'actuellement, le recueil est en cours. Et donc, c'est un indicateur qui va nécessiter beaucoup d'accompagnement. On va regarder on est en train de travailler pour vous rendre des classes qui vous parlent le plus possible, mais ça va être vraiment le sujet des années à venir. Ça va être cet indicateur qui est là pour pousser la vaccination antigrippale des professionnels de santé. Les résultats sont bas, mais ce sont les mêmes résultats que Santé publique France quand elle fait les sondages en pleine saison. Donc ça n'a étonné personne. Ça a effrayé beaucoup de monde, mais ça n'a étonné personne. Voilà. Alors, le dernier. Pourquoi il ne peut pas passer ? Voilà. Alors, on vous a aussi restitué les indicateurs sur les réhospitalisations entre 1 et 3 jours après chirurgie ambulatoire. Alors, juste pour dire, nous, on regarde ces réhospitalisations avec un prisme qui peut être une complication. Mais être réhospitalisé, c'est aussi une chance. La question, c'est de savoir, c'est si on réhospitalise quand même plus que nos voisins. Et donc là, sur ces indicateurs, on a 6 interventions précises qui ont été ciblées. C'est celles où, au niveau national, avec des critères bien précis, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses
qui semblaient poser question et montrer des variabilités entre les établissements de santé. Donc vous voyez au niveau national, ce qu'on a, on représente on a un nombre d'établissements qui ont des résultats moins bons que prévus, c'est-à-dire que par rapport aux patients qu'ils hospitalisent, on ne comprend pas pourquoi ils ont plus de réhospitalisations qu'attendu. Au niveau national, on voit qu'il y a certains indicateurs qui se dégradent. Ceux qui sont en rouge, ce sont des indicateurs pour lesquels on a plus d'établissements qui ont des résultats moins bons qu'attendus. Donc sur la médialectomie, sur l'hémorrhoïdectomie et ainsi de suite. Au niveau aquitain, ça se stabilise, donc, enfin c'est stable, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ce sont des indicateurs où il va falloir quand même se poser dessus pour voir pourquoi il y a ces établissements et pourquoi, entre guillemets, ça se dégrade. Ce sont des tendances, on attend de voir. Donc on vous a mis à disposition un logiciel pour revenir à vos événements. Alors, Alice, c'est le logiciel que vous avez utilisé cette année pour faire les audits de dossiers. Et c'est un logiciel unique qui vous permet de faire tous vos retours dossiers. Et notamment sur ces indicateurs qui sont calculés à partir du PMSI sur des événements, c'est compliqué pour vous de savoir exactement quel dossier on vise. Donc maintenant, avec le logiciel Alice, vous pourrez identifier vos dossiers et retourner dessus et essayer de comprendre si ce sont des problèmes de codage, de pratique, ou si c'est dû au profil du patient qui devait être effectivement réhospitalisé ou il a une complication, parce que ça marche aussi sur les indicateurs, sur les infections du site opératoire par exemple. Donc ça, on est content de pouvoir enfin répondre à une demande très forte des établissements de santé qui était d'avoir un logiciel pour pouvoir revenir à leur dossier. Allez. Hop. Alors, on va revenir sur le petit dernier. Donc, ma collègue Marie Gloenec reviendra, vous passera les informations qu'on veut que vous preniez connaissance sur Isatis. Moi, je vais vous juste parler des résultats. Donc, en 2023, c'est 5,4 millions d'emails envoyés. On sait qu'on peut faire mieux. Donc, merci d'avoir d'avoir transmis tous ces emails, mais continuez à les collecter. On a 1,2 million de patients qui ont répondu sur les 3 enquêtes. Ce qu'on peut voir, c'est que les résultats sont en progression. Alors, si on regarde très précisément, il y en a certains, on n'a pris que 0,5. Donc, au niveau national, comme ça, le score ne bouge pas beaucoup. Mais si on regarde la dynamique des établissements de santé, on a beaucoup d'établissements qui passent de B vers A, de C vers B, et ainsi de suite. On en a quelques-uns qui baissent, mais on a quand même une forte dynamique des établissements qui, avec le temps, travaillent autour de ces résultats et améliorent leurs résultats. Au niveau aquitain, vous voyez que vous avez les noms des établissements et le nombre de réponses. Alors c'est sûr que par rapport aux millions au niveau national, c'est pas la même chose, mais voilà, vous avez les données nécessaires et vous aussi, vous êtes en dynamique positive. Alors en 2024, vous êtes en plein dedans, vous avez le recueil actuellement à finir des dossiers patients. Il y a la vaccination antigrippale qui est aussi en cours de recueil, qui est jusqu'à la fin du mois. Et puis vous aurez les solutions hydroalcooliques au mois de septembre. En l'ISATIS, c'est en continu. Vous continuez à déposer vos emails, vous ne vous occupez pas du reste. Marie reviendra sur les messages à passer. Je vous ai mis en bas de la diapo complications chirurgie orthopédique en italique. On ne l'a pas mis au programme HAS parce que dès qu'on fait un recueil d'indicateurs, on fait une analyse nationale de façon à pouvoir documenter un maximum et donner de l'information. Et on n'est pas en capacité cette année de les analyser, mais le ministère en a besoin pour IFAC. Donc ils vont être calculés, ils vont être restitués sur CALAS. On vous fera la publicité autour du sujet. On vous mettra un analyse pour retourner avocat. Donc c'est les infections du site opératoire et les événements thromboemboliques, mais il n'y aura pas de rapport national d'analyse complète. On voulait terminer cette partie indicateur en remerciant les établissements par rapport aux expérimentations. Donc souvent on vous sollicite pour expérimenter, pour nous aider à valider nos indicateurs, donc à la fois dans le groupe de travail mais aussi en termes de résultats. Et donc, on vous a pas mal sollicité sur l'indicateur d'expérience patient sur l'hygiène des mains. Donc là, actuellement, vraiment en live, on est en train d'analyser les résultats avec les groupes de travail. Donc, on aura une conclusion très bientôt. Et donc, sur l'hygiène des mains, on voit que 14%, donc sur le petit histogramme, on a 14% des établissements aquitains qui ont participé à cette expérimentation et on les remercie. En psychiatrie temps plein, donc sur un relevé de compteur qui est d'avril-mai, donc il est peut-être un peu vieux, on a 12% des établissements aquitains qui participent à l'expérimentation de collecte des emails pour qu'on puisse mesurer l'expérience patient en temps plein. Donc on remercie tous ces établissements-là. Actuellement, on a aussi ce qu'on appelle un retour dossier en cours sur la récupération des 5 complications post-opératoires. Donc on a 8% des établissements aquitains, 8% des établissements aquitains qui ont participé par rapport à ceux qui sont concernés.
Et donc, on vous incite à y aller. Alors, on sait que c'est compliqué parce qu'actuellement, vous avez du dossier patient obligatoire à faire. Il y a tout plein de choses. Mais voilà, si vous pouvez auditer des dossiers sur ces récupérations post-opératoires, ce serait pas mal. Vous avez participé aussi à la Réhospite. Réhospite chez Rambu, je vous ai présenté les résultats tout à l'heure. Il y avait quand même 29% des établissements aquitains qui avaient rempli des dossiers et qui nous ont aidés à valider, donc merci à vous. Et sur la vaccination, même la même chose que pour le national. Donc là, à venir, on fait un peu de teasing. Il y aura un retour dossier à faire sur les hémorragies du postpartum à partir du PMSI début 2025. Le groupe de travail a été constitué, l'algo est presque prêt, il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre et on attend d'avoir fini la campagne 2025, enfin l'année 2024 pour le mettre en recueil, donc ce sera comme pour les PSI4. L'expérience patiente en maternité. Donc ça va être un gros sujet parce que ça va impacter aussi le MCO 48 heures. Mais on espère tester le questionnaire en 2025 et les travaux vont commencer en septembre 2024. On a le groupe de travail constitué et on va démarrer. Et puis le petit dernier, c'est la saisine sur l'expérience patient aux urgences. Donc on est en train de caler avec le ministère cette demande. Et peut-être qu'on aura un questionnaire à expérimenter en 2025. Voilà. Marie, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Marie Gloanec, je suis pilote sur le dispositif national ISATIS et voilà, on vous propose aujourd'hui de faire un petit focus sur ce dispositif et on va surtout parler un peu des nouveautés sur ISATIS. Donc, vous savez que la Haute Autorité de Santé pilote ce dispositif depuis 2016. On a donc 3 enquêtes en continu dont Sandrine vient de parler, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. On a des nouveaux questionnaires en développement, elle vient de vous en parler également, sachant que l'objectif pour nous, c'est à la fois d'améliorer ISATIS, de le consolider et aussi de développer des nouveaux questionnaires pour permettre à un maximum de patients de s'exprimer. Et donc, l'ensemble des questionnaires ISATIS, c'est à la fois des questions fermées et des commentaires libres. Et jusqu'à présent, l'ensemble de ces recueils se font sur la plateforme nationale, enfin les plateformes nationales de l'ATIH. Et c'est aussi sur la plateforme nationale de l'ATIH que vous avez des résultats au fil de l'eau et des données brutes. Et je vais vous parler tout à l'heure des nouveautés à ce niveau-là. Je veux bien la diapositive d'après, merci. Donc, depuis 2016, ISATIS, c'est aussi des critiques et des questions récurrentes. Je pense que la critique principale qui est faite sur ISATIS, c'est les questionnaires sont trop longs. Donc ça, on l'entend. Malgré tout, on voulait quand même redire cette information-là. Nous, ce qu'on constate, c'est que quand le patient clique sur le lien qui est dans le questionnaire pour débuter la saisie, on a quand même 9 patients sur 10 qui vont jusqu'au bout de ce questionnaire. On n'a pas beaucoup de patients qui abandonnent en cours de route parce que le questionnaire serait jugé trop long. Et en plus, on a 70% d'entre eux qui prennent aussi le temps d'écrire un commentaire en plus. Donc, on sait que nos questionnaires sont longs, on l'entend. On essaye sur tous les nouveaux développements de faire plus court. Malgré tout, quand on est dans le groupe de travail avec des professionnels et des patients, on a toujours des professionnels et des patients qui souhaitent avoir des questionnaires très détaillés pour détailler le ressenti et l'expérience des patients et puis pour pouvoir aussi mettre en place des actions d'amélioration. Mais voilà, c'est sans doute en tout cas la critique principale sur ISATIS. On a une autre information qu'on voulait faire passer, c'est que l'intérêt, c'est aussi d'avoir des résultats au niveau du service. Et vous savez que vous pouvez préciser le nom du service dans lequel le patient est hospitalisé au moment du dépôt de l'email. Et on voulait réinsister sur cette importance, d'autant que on a développé un nouvel outil de restitution des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Et dans ce nouvel outil, il y aura un peu plus de possibilités au niveau des résultats. Et donc, ça insiste sur l'importance de structurer cette information et de bien noter et de bien structurer le nom du service quand vous déposez le mail du patient. Alors, une autre critique, un constat aussi souvent, c'est les établissements qui nous disent de toute façon, je participe à ISATIS, mais j'ai pas assez de réponses. Donc en fait, je vais pas avoir mes résultats et puis ça m'intéresse pas. Donc je vais pas, évidemment, si je vous dis que pour avoir plus de réponses, il faut déposer plus d'adresses email, je pense que je vous ai rien appris. Par contre, on voulait vous parler d'un outil qui est mis en place en fait sur la plateforme depuis 2 ans, mais on constate, on n'a pas fait assez de communication là-dessus. Et donc, on voulait vous en parler aujourd'hui. L'ATIH a mis en place une application qui permet de déposer automatiquement les adresses email des patients sur la plateforme ISATIS sans que vous ayez besoin de le faire manuellement.
Donc je vous ai remis la copie d'écran sur toute la documentation qui est sur la plateforme ISATIS. C'est au niveau de l'onglet support, vous avez un onglet qui s'appelle API, intégration du dépôt automatique. Et si vous mettez en place ça avec vos services informatiques, vous avez la possibilité d'avoir toutes les adresses email qui se déposent automatiquement sans que vous ayez plus rien à faire. Donc là, pour l'instant, en 2023, on a 101 établissements qui l'utilisent au niveau national. Et j'ai été regarder, il y a 11 établissements en Nouvelle-Aquitaine qui utilisent cette API. Peut-être que vous pourriez faire un retour d'expérience avec ces établissements-là. Mais en tout cas, ça permet d'avoir plus d'adresses email déposées et donc d'augmenter le nombre de réponses. Alors, d'autres critiques, je veux bien la diapositive, s'il te plaît, d'après. D'autres critiques et des questions aussi récurrentes sur ISATIS, c'est bien entendu les questions qu'on a au niveau des résultats qu'on produit. Sur la plateforme actuelle de l'ATIH, on produit déjà des résultats individuels détaillés, accessibles en continu. Donc, on a accès au suivi de la participation des patients. Et puis, on donne des résultats détaillés, des réponses au questionnaire, avec la possibilité de choisir une période ou de choisir le service dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on met aussi à disposition des exports de données brutes. Depuis le début, on a des questions récurrentes des établissements de santé sur les résultats qu'on fournit, sur l'explication des calculs, puisque dans ces résultats détaillés, on a le détail des questions, mais on ne fournit pas, jusqu'à présent, on ne fournissait pas de calcul de score brut, donc ça ne permettait pas de suivre ce type de résultats au fil de l'eau. Et donc, il y a beaucoup d'établissements de santé qui recalculent des scores par eux-mêmes ou qui ont l'opportunité d'avoir des prestations là-dessus. Mais il y a beaucoup d'établissements qui font des recalculs réguliers. Donc, c'est beaucoup de questions. Ça nécessite de recalculer les choses. Voilà, ça, c'est une demande forte à laquelle on va répondre cette année. Au niveau des exports, on a aussi souvent eu la demande d'avoir des exports plus complets ou des exports plus faciles à utiliser, plus faciles à exploiter au niveau de l'établissement. Donc, c'est aussi une demande récurrente depuis le début d'ISATIS. Et puis, bien entendu, jusqu'à présent, au niveau des commentaires libres, on recueille énormément de commentaires de patients, mais jusqu'à présent, on ne donnait que des exports bruts, sans faire aucune analyse dessus. Et donc là aussi, on avait une demande très importante des établissements d'avoir une aide et d'avoir un outil pour permettre l'analyse automatique de ces commentaires. Donc, en tout cas, sur l'ensemble de ces critiques et de ces questions, on a essayé d'y répondre favorablement, puisqu'on a développé un nouvel outil de restitution des résultats, et il sera disponible à tout le monde en septembre 2024. Donc, je vais vous présenter un petit peu le détail de ce projet. Tu peux appuyer sur les trois. Merci, Sandrine. Donc, sur ce nouvel outil de restitution des résultats, la première étape pour nous, ça a été donc, au niveau de l'analyse des verbatims, puisqu'on savait que les établissements de santé souhaitaient un outil pour analyser automatiquement les verbatims. Nous, en premier lieu, on a souhaité faire une analyse nationale, une étude nationale sur l'ensemble des verbatims qui avaient été recueillis par les établissements de santé entre 2016 et 2020. Donc, ça a fait l'objet d'un rapport national. Et dans ce rapport, on avait mis en évidence les thématiques les plus souvent mentionnées par les patients, sachant qu'on a quand même analysé plus de 2,4 millions de verbatim patients en utilisant justement déjà l'intelligence artificielle. Et donc, ça a été une base très importante ça a été le socle un peu de la réflexion ensuite pour développer l'outil d'analyse automatique des verbatim patients. Donc en 2022, on a réalisé cette étude et puis à partir de 2023, depuis début 2023, on a décidé de développer du coup ce nouvel outil d'analyse des verbatim. À la base, on était vraiment parti sur juste ajouter cette nouvelle fonctionnalité d'analyse automatique du texte. Et puis, quand on a monté le groupe de travail, on travaille toujours avec un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé. Et quand on a monté le groupe de travail qui est composé de futurs utilisateurs de l'outil et de représentants d'usagers, tout de suite, ils nous ont dit ne faites pas un outil à part, encore un énième outil qui sera décorrélé de la plateforme. Enfin, ça va être compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas penser à quelque chose qui est directement intégré sur la plateforme ISATIS? Et puis, dans ce cas-là aussi, de faire une refonte totale des résultats pour que ce soit le plus cohérent possible. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Je rentre pas dans le détail de la méthodologie
de l'intelligence artificielle en fait, qui permet de classer automatiquement ces verbatims patients, puisqu'on on va publier un rapport méthodologique qui va expliquer tout ce qu'on a fait pour développer l'algorithme qui permet de classer automatiquement ce texte. Mais voilà, c'est évidemment dans ce projet de nouvel outil de restitution, toute la partie méthodologique pour classer le texte, pour développer l'algorithme d'intelligence artificielle nous a pris forcément beaucoup de temps. Je précise aussi que sur ce projet, on a eu un partenariat avec les Hospices civils de Lyon qui avaient le souhait aussi de développer un outil d'analyse du texte. Et comme on avait des calendriers concomitants et un objectif commun, on a travaillé ensemble et donc on a partagé les travaux méthodologiques, notamment de classification automatique supervisée. Donc ce nouvel outil, il sera ouvert en septembre 2024 pour toutes les personnes qui ont accès à la plateforme ISATIS. Vous verrez apparaître à partir de septembre, au niveau des onglets de résultats, vous aurez accès directement au nouvel outil de la HAS. Donc pour vous, ça sera totalement transparent. Derrière, ça signifie qu'en fait, au niveau de la TIH, il n'y a plus que le recueil de données et toute la partie restitution des résultats, elle est faite uniquement maintenant à la Haute Autorité de Santé. Mais pour l'utilisateur, pour l'établissement de santé, ça sera totalement transparent. Vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à cet outil, vous n'avez pas besoin de créer un compte ou un identifiant. Vous avez vos identifiants, vos mots de passe ISATIS et ça vous donne accès à ce nouvel outil. Donc, je vais vous présenter rapidement l'outil et les fonctionnalités. Voilà. Je me connecte pas directement sur l'outil parce que, enfin voilà, donc je vous ai fait des copies d'écran. Ce qu'on a souhaité faire, c'est repenser toute cette présentation des résultats ISATIS en se disant qu'on allait faire quelque chose de simple et de cohérent. Cohérent, c'est-à-dire qu'on a mis en regard à chaque fois tous les résultats qu'on a au niveau des questions fermées, les résultats qu'on a en termes de score et la classification automatique du texte, pour qu'il y ait un lien qui puisse être fait entre les résultats que vous avez dans les questionnaires et ce qui est rapporté dans les commentaires des patients. Donc, l'outil, il reprend un peu les grandes dimensions qu'on retrouve sur tous les questionnaires ISATIS, c'est-à-dire qu'en général, on a des résultats au niveau de l'accueil, des résultats au niveau de la prise en charge, au niveau de la prestation hôtelière et au niveau de la sortie. Et donc, sur chacun de ces onglets, vous aurez toujours à la fois tout ce qui est sur l'accueil, la prise en charge, la sortie, dans les questionnaires et dans les commentaires des patients. Là, sur cette page, vous voyez qu'il y a donc des calculs de score brut. Ça, c'est une des nouveautés, puisque jusqu'à présent, en termes de score, vous n'aviez que les scores annuels ajustés. Mais là, maintenant, vous aurez la possibilité d'avoir ces scores bruts au fil de l'eau. Je vais bien la diapositive d'après, Sandrine. Donc, l'outil, il sera composé... Alors, j'ai mis 3 pages principales, c'est 4 pages principales, excusez-moi. Il y aura 4 pages principales dans cette présentation de résultats. Il y a 2 pages qui sont des pages dynamiques, donc c'est la page tableau de bord et la page commentaire patient. Là, vous aurez vraiment tous vos résultats, la possibilité de les filtrer sur des périodes, la possibilité de filtrer sur des services. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe. Et puis, il y a 2 pages supplémentaires qui sont des pages un peu plus de suivi, un peu moins dynamiques. Donc, c'est le suivi de participation. Là, c'est ce que vous avez déjà sur la plateforme ISATIS, sur le nombre d'emails envoyés, le nombre de réponses reçues. J'ai mis, pour l'instant, en fait, au niveau de cette page, c'est un renvoi vers la plateforme ISATIS, mais on souhaite la développer dans une V2, donc il y aura certainement des nouveautés à venir. Et puis, vous retrouvez aussi toujours la page de résultats annuels. Comme actuellement, sur la plateforme ISATIS, vous avez la page avec les scores ajustés, diffusés publiquement. Donc ça, c'est une page qu'on continue, bien entendu, de vous transmettre. Et donc, je viens la diapositive d'après. Au niveau des pages de tableau de bord et de commentaires, vous aurez des filtres qui vous permettent d'affiner les résultats. Donc, les 2 filtres principaux, c'est le filtre sur la période. Vous aurez bien entendu soit les résultats de la période en cours, de la campagne en cours, mais vous aurez aussi la possibilité de les produire si vous le souhaitez au niveau des trimestres ou sur une période personnalisée. Si vous voulez une période beaucoup plus étendue ou beaucoup plus restreinte, vous pouvez choisir avec un calendrier la période des résultats. Et puis, il y a la possibilité d'affiner le périmètre des résultats. Aujourd'hui, vous avez déjà ça. Vous avez un menu déroulant et dans ce menu déroulant, vous pouvez voir les services
que vous avez renseigné au niveau du dépôt du fichier, et donc vous avez le résultat par service. Mais aujourd'hui, en fait, le menu déroulant, il est figé. C'est-à-dire que si vous avez renseigné un service au moment du dépôt de l'email, vous n'avez pas la possibilité de sommer en fait différents services, de regrouper différents services. Vous avez juste le service qui est mentionné dans le dépôt de l'email. Là, ce qu'on va permettre, c'est de sélectionner plusieurs périmètres. Donc, soit vous avez juste le service, mais si vous voulez sommer plusieurs services pour reproduire un pôle ou pour reproduire une unité fonctionnelle, vous aurez la possibilité de le faire. Ça permet aussi, quand il y a quand l'information n'est pas très structurée, qu'il y a différentes façons d'écrire un service, vous aurez la possibilité de regrouper les résultats. Parce que jusqu'à présent, par exemple, il y avait beaucoup de questions des établissements parce que des fois on écrit maternité, des fois on écrit mater ou maths. Et là, l'outil, il ne permettait pas, en fait, dans le menu déroulant, ne permettait pas de faire la somme. Là, vous aurez, si jamais l'information n'est pas encore très structurée, la possibilité de regrouper les questionnaires pour avoir des résultats pour la maternité, par exemple. Voilà pour les filtres. Je veux bien un diapositive après. Et donc, sur l'analyse automatique des commentaires, vous aurez des histogrammes qui vous permettront déjà au niveau quantitatif de voir le nombre de commentaires positifs ou négatifs remontés par les patients. Et puis, tout ceci au niveau des mêmes dimensions que les dimensions que vous aurez au niveau des scores. Là, j'ai mis un exemple, mais là, vous pouvez voir là, c'est un exemple que vous retrouvez sur le tableau de bord de la vue générale. Vous pouvez, dès le départ, constater, par exemple, que sur la sortie, vous avez plus de commentaires négatifs que de commentaires positifs. Par contre, à l'inverse, sur la prise en charge, beaucoup plus de commentaires positifs. Et vous pouvez avoir le parallèle avec le détail des réponses. Donc là, j'ai mis un histogramme, un exemple d'une question qui est relative à la sortie. Mais à chaque fois, vous aurez le parallèle entre le commentaire et la question. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, donc une fois qu'on a la somme des commentaires, mais on veut voir vraiment ce que le patient a répondu, là, vous irez dans la page commentaires. Et donc, là, vous aurez accès à tous les commentaires de vos patients. Et ces commentaires seront classés automatiquement avec un algorithme, avec de l'intelligence artificielle. Donc, en haut, on ne voit pas très très bien, mais en haut, vous retrouverez les thématiques et les sous-thématiques qui sont dans cet algorithme et qui permettent de classer les commentaires. Mais vous aurez aussi la possibilité de rechercher avec une recherche par mots-clés. Si vous souhaitez travailler sur une thématique un peu plus particulière, la possibilité de faire une recherche dans les commentaires de ce mot. Vous avez aussi la possibilité de trier par commentaires négatifs, positifs. Et on vous fournira aussi un nuage de mots-clés récurrents qui permet aussi là de filtrer et de sélectionner certains commentaires. Là, on ne voit pas parce que c'est pas dynamique. C'était la page d'avant. En fait, au niveau du commentaire, alors bien sûr, un commentaire, il est souvent multithématique. Donc, au niveau de chaque commentaire, vous aurez toujours les grandes dimensions, prise en charge, prestations hôtelières, sortie, et puis ensuite la sous-thématique, c'est-à-dire le classement un peu plus précis de ce qu'on retrouve dans le commentaire patient. Et quand vous cliquerez sur ces sous-thématiques, ça vous surlignera la phrase qui correspond à la sortie de l'établissement ou la sécurité des soins, etc. Je veux bien un diapositive d'après. Juste un focus aussi sur les exports de résultats. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup de demandes récurrentes d'avoir des exports un peu plus faciles à retravailler. Donc, on a revu tout ce qui est données brutes. Jusqu'à présent, vous aviez d'un côté les réponses des patients, de l'autre côté les commentaires. Là, les données brutes, elles sont toutes dans un seul export. Et ça, c'était une demande très récurrente qu'on avait. Et puis, au niveau des exports de résultats, jusqu'à présent, c'était des PDF de 40 pages qui n'était pas facile à retravailler, forcément, puisque c'était du PDF. Donc là, dans un premier temps, on a décidé de supprimer le PDF, mais de faire des exports au format Excel. Et donc, dans le format Excel, vous retrouverez tous les résultats qui sont calculés sur la plateforme, donc tous les résultats de score brut, les données descriptives de l'enquête, le détail des questions, et vous aurez accès aussi à tout le résultat de l'analyse de vos commentaires, le commentaire avec toutes les thématiques qui ont été classées automatiquement.
pour que ce soit plus appropriable au niveau de l'établissement de santé. Si jamais vous n'êtes pas intéressé par ce que nous on fait dans l'outil, mais que vous voulez avoir un retravail au niveau de votre établissement, vous aurez plus de possibilités de le faire. Je précise quand même que les anciens exports sont maintenus sur la plateforme ISATIS, puisqu'il y a beaucoup d'établissements de santé qui travaillent, qui ont des prestations déjà sur les résultats ISATIS. Donc bien sûr, on maintient les anciens exports pour pas désorganiser tout ce qui est fait au niveau d'établissements de santé. Voilà, et donc la dernière diapositive avant de vous laisser la place aux questions. Donc ce nouvel outil, il sera ouvert à tous les établissements de santé en septembre 2024. Là actuellement, on va réaliser un pilote avec les établissements qui ont participé au groupe de travail pour avoir une dernière phase de test pour être sûr que tout soit vraiment prêt pour l'ouverture en septembre. On fera une campagne de communication de toute façon pour vous informer de tout cela, et on souhaite organiser un webinaire en octobre, donc on transmettra la date à quelques semaines d'ouverture pour permettre aussi aux établissements et aux utilisateurs de nous poser les questions, de nous faire les premiers retours. Donc ça, c'est pour le nouvel outil de restitution. Je voulais juste faire aussi un dernier point d'information, de façon plus globale sur ISATIS. On est aussi en train de mener un bilan à 8 ans sur la première enquête et la plus ancienne, qui est l'ISATIS plus de 48 heures MCO, pour faire un bilan sur l'évolution des résultats, l'évolution de la participation des établissements et des patients, et pour éventuellement proposer des évolutions sur la participation, sur les modalités de participation à cette enquête. Notamment parce que on a des nouveaux questionnaires qui arrivent, dont vous a parlé Sandrine tout à l'heure, et des questionnaires qui vont un peu recouper les populations qui sont interrogées dans l'ISATIS plus de 48 heures MCO. Donc on se doit là maintenant de s'interroger sur tous ces questionnaires qui doivent cohabiter ensemble et qui doivent permettre aux patients de répondre et aux établissements d'avoir un niveau de participation suffisant. Voilà, donc c'est un peu l'heure du bilan aussi, et on a commencé les discussions avec les parties prenantes sur plus globalement ce sujet ISATIS plus de 48 heures MCO. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Bonjour, Marianne Lavignon, directrice qualité à l'hôpital d'Arcachon. Il y avait eu une expérimentation sur le tabac, me semble-t-il. Est-ce qu'on laisse complètement tomber cette question de santé publique, ou est-ce qu'on pourrait quand même l'intégrer dans le questionnaire ISATIS? C'est un peu dommage de le laisser tomber. Une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut avoir les établissements qui ont l'application de remontée automatique des mails, parce qu'effectivement ça peut être intéressant, et enfin on est à chaque fois un peu gêné par les différences de résultats entre les ISATIS sur le résultat diffusé publiquement et quand on regarde le résultat à partir des résultats détaillés. Donc il y a toujours un écart en fait de taux global de satisfaction. Voilà. Après je sais pas du mal à expliquer, quoi. Non, c'est très clair. Alors Marie, je vais faire le tabac et puis je te laisse. Je pense que la liste des établissements, on la transmettra au CK, qui la mettra à disposition, ce sera plus simple. Et puis Marie, tu feras la dernière question sur la juste et le brut. Alors le tabac, c'était une saisine qui avait été faite par la DGS avec un questionnaire DGS. Et à l'époque, on l'avait mis à la fin d'ISATIS 48 heures. Donc le patient, s'il voulait, pouvait répondre à ces questionnaires en plus. Donc on a eu quand même beaucoup de réponses puisqu'il était en production, donc sur les millions de réponses. Et quand on a fait l'analyse, donc l'HS était là pour faire l'analyse méthodologique, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de problèmes sur le questionnaire. Donc on a fait l'analyse, on a rendu le rapport à la DGS, et pour l'instant il n'y a pas eu de suite. Mais effectivement c'est un sujet qui est extrêmement important, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le fait qu'il n'ait pas été intégré, l'intégrer dans ISATIS 48 heures, en dehors du fait qu'on va les revoir, c'est que si vous mettez ces questions-là dans un questionnaire qui a été validé, il faut tout revalider. Parce que sa structuration, quand on commence à mettre des questions dedans, ça veut dire qu'on revient, on n'a plus de questionnaire validé, il faut revenir dessus. Il y a Catherine Pourrin qui rigole, mais oui, effectivement, elle le sait bien, on doit tout revoir. Donc on avait choisi de le mettre après. Donc c'est un questionnaire qui posait des problèmes sur les questions, notamment au démarrage, qui étaient ouvertes à tout le monde. Donc ça, pour le tout venant, on avait des problèmes sur les questions. Par contre, la partie qui était plus sur
les patients fumeurs, il y avait quand même une possibilité d'exploiter. Donc là, nous, on a rendu notre travail à la DGS. Maintenant, il faut que la DGS voit si elle souhaite continuer sur ce recueil d'indicateurs. Et la question qui se posera, mais qui maintenant est beaucoup plus ouverte parce qu'on a plein de questionnaires, c'est que s'il doit y avoir un questionnaire tabac de ce type-là, est-ce qu'il vient à la fin d'ISATIS 48 heures ou est-ce que c'est un questionnaire avec une période définie, je ne sais pas, tous les trimestres, on passe sur un échantillon de patients, enfin voilà, il y a tout ça à faire. Mais en tout cas, sur le questionnaire, nous, on considère qu'il n'est pas validé, tel qu'il nous a été donné au démarrage. Donc, il y a du travail à faire. Donc, voilà, on attend que la DGS revienne dessus, le réinscrire au programme de travail de la HAS s'il y a besoin. Mais voilà, on n'a pas pu donner suite. Méthodologiquement, ça ne tenait pas pour la HAS. Voilà. Marie, je te donne la suite. Oui, et donc du coup sur les différences entre effectivement quand les résultats officiels qui sont calculés annuellement par la Haute Autorité de Santé pour permettre la comparaison des établissements, ce sont des scores qui sont ajustés à la différence des scores bruts qui eux du coup ne sont pas ajustés. Donc on peut constater en effet parfois une petite différence de résultats entre le brut et l'ajusté. Souvent, c'est pas quand même une différence qui est très 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 importante. Il peut y avoir une petite différence, mais voilà, on est si on veut classer les établissements de santé entre eux, on est obligé de faire d'appliquer ce modèle d'ajustement pour que ce soit juste en fait. Donc, mais c'est vrai que ça fait partie des questions récurrentes qu'on a et je pense qu'on continuera d'avoir puisque là, si l'outil permet le suivi de score brut au fil de l'eau, on sait que forcément on continuera d'avoir ces questions-là. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour mesurer la satisfaction des patients au fil de l'eau et pour mettre en place des actions, c'est le score brut c'est surtout le détail des réponses et le détail des commentaires qui est important en fait. Mais le score brut permet ce suivi au fil de l'eau de la satisfaction des patients. Le score ajusté, c'est le score qui permet la comparaison des établissements de santé entre eux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout en haut. Bonjour, Daniel Da Silva, responsable qualité du centre hospitalier de La Rochefoucauld. J'ai une question concernant les indicateurs de SMR. Donc j'ai bien compris que maintenant c'était des indicateurs biennaux. Donc c'est pour ça que cette année il y a 2 chapitres qui ont disparu, la lettre de liaison et la prise en charge de la douleur. Néanmoins, je voulais comprendre comment allait fonctionner du coup le calcul par rapport aux IFAC, vu qu'il y a moins d'indicateurs. Est-ce que ce calcul sera fait quand même sur un seul objectif au lieu de 3. Enfin voilà, je voudrais avoir des explications par rapport à ça. Et deuxième question, concernant les indicateurs de la prise en charge, du projet de vie, projet de soins. Cette année, je suis particulièrement surpris des indicateurs qui sont dans ce chapitre, avec la nécessité de tracer l'absence de besoin du patient. C'est particulièrement difficile dans les services de soins. Donc voilà, donc je voulais avoir une explication sur ce genre d'indicateurs qui sont définis, qui en fait dans la réalité sont impossibles à gérer. Merci. Alors je vais faire la réponse simple, c'est la dernière. Alors sur projet de vie, projet de soins, projet de vie. À partir du moment où on se dit qu'on a besoin de poser un certain nombre d'éléments sur le patient pour son projet de soins et projet de vie, ces besoins, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas, ils doivent être tracés. Donc s'il n'a pas besoin d'adaptation de son domicile, ça doit être mis. Maintenant, on a eu pas mal de questions qui ont été remontées pendant la campagne, donc on va se reposer sur l'indicateur. Il avait été aussi adapté pour être plus... pour ressembler plus à celui qui était dans l'AVC. Donc là, clairement, c'est ce qu'on a décidé, on va se poser sur cet indicateur-là, on va revoir les besoins, et les questions des établissements, si c'est une question d'éclaircissement, de la question, de la consigne, voilà. Donc on va revenir dessus. Mais c'est clair que d'un point de vue démarche, sur ce type d'indicateur, quand on dit qu'on a évalué les besoins, oui, quand il n'y en a pas, il faut que ce soit noté. Ça veut dire que ça a été vu, qu'on n'a pas oublié. Donc voilà, mais je pense on a un travail à refaire avec un groupe de travail pour recreuser ça précisément, parce que ça demande, effectivement, ça nécessite, ça génère, on va dire, beaucoup de questions. Sur l'évaluation, sens de besoin, dire que derrière on n'a rien fait,
C'est incompréhensible pour le soignant. Je suis désolé, mais excusez-moi, mais c'est le retour que nous avons aujourd'hui sur le terrain. C'est-à-dire que la nécessité de faire une évaluation, vous avez raison. On est tous d'accord là-dessus. Donc la traçabilité, elle y est. Mais simplement, dans vos critères de réponse oui ou non, si on répond correctement à la question, il y a marqué tracer l'absence de besoin. Si un patient en SMR est autonome, on ne va pas tracer qu'il est on va le tracer qu'il est autonome dans les gestes de la vie quotidienne. On ne va pas tracer qu'il n'y a pas, parce que c'est ce qu'il y a noté dans vos critères, il faut qu'on écrive que la prise en charge de ce patient ne prend pas en compte, ne requiert pas une prise en charge AS. Écrire ça dans un dossier de soins, dans les services de soins, ça n'a pas de sens en réalité pour les soignants. Par contre, je suis complètement d'accord avec vous, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour pas mal de personnes. Tracer l'évaluation et dire que quand il y a un besoin qui est identifié, que les actions soient menées, alors là, il n'y a aucun problème. Donc en fait, la question, vous allez sûrement voir la même chose, c'est-à-dire que quand il y aura un besoin, il sera identifié. Quand il y aura l'absence de besoin, la réponse sera non. Tout à fait, c'est des remontées qu'on a vu passer dans les Agora, et donc j'ai revu avec ma collègue, on s'est dit que là, il fallait vraiment retravailler, parce que ça nécessite trop de customiser les réponses en fonction des cas que vous nous donnez, et normalement les indicateurs ne sont pas faits pour ça. Oui, je veux juste pour terminer sur le SMR, effectivement, qu'on est en train de faire là. Effectivement, il y a cette synthèse interdisciplinaire qui requiert plusieurs traçabilités, interdisciplinaires pour le patient, donc sur les projets de soins, est-ce qu'il a bien eu, est-ce qu'il a tracé l'intervention psychologue, rééducation, éducation thérapeutique. Enfin, il y en a 6-7 comme ça. S'il n'y a pas eu d'éducation thérapeutique parmi les 6-7 critères ou 7-8 critères sur cette synthèse interdisciplinaire, on a 0% de conformité. 0% de conformité. Tout ça parce qu'on n'a pas tracé qu'il n'y avait pas, oui ou non, ou pas besoin d'éducation thérapeutique. 0% de conformité, alors tout le reste des 6-7 critères ont été tracés. Donc il y a un sentiment d'injustice par rapport aux résultats qui là, et voilà, c'est vrai qu'on en remet à chaque fois une couche en termes de traçabilité, une couche, et les résultats sont en plus très pénalisants et ne reflètent pas la réalité. D'accord, je prends note, mais effectivement, on a vu pas mal de questions, là j'ai vu... depuis le début de la semaine, plusieurs agoras sur l'éducation thérapeutique du patient. Alors, juste pour répondre à IFAC, parce qu'on ne va pas l'oublier quand même, donc là je me marre parce qu'il y a Élite Rio qui est dans la salle, mais donc Élite reviendra dessus cet après-midi, mais le modèle, il alterne aussi des indicateurs. Donc effectivement, l'an dernier, donc je ne dis pas de bêtises, 2023, on avait l'aide de liaison à la sortie et la douleur, et donc cette année, on aura projet de soins de projet de vie. Le modèle... Edith reviendra dessus, doit évoluer pour l'an prochain, mais effectivement, cette prise en charge des indicateurs biennaux est un sujet qui nous a beaucoup occupé, qui a occupé aussi les fédérations. La question était de savoir si est-ce qu'on reprenait les scores des années précédentes et ainsi de suite. Enfin, bref, donc il y a toujours plein de discussions. Donc là, considérez que sur les indicateurs qui sont en alternance, ils changent chaque année. Il y a cette partie-là du score IFAC qui change, mais Edith reviendra dessus cet après-midi. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois qu'on peut saluer le travail de la Haute Autorité de Santé pour améliorer l'exploitation des verbatim ISATIS et les résultats, que ce soit plus aisé pour nous de les utiliser auprès des équipes, puisque ce qui compte, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le regard qu'ont les équipes sur leurs résultats et donc les actions d'amélioration, et puis aussi sur les nouveaux questionnaires de satisfaction qui sont en développement. Donc là, il y en a 4 en cours de développement. Donc je vous pose la dernière question. Par rapport à la certification HAS, on nous fait toujours la remarque que ISATIS ne peut pas être les seuls questionnaires de satisfaction d'un établissement de santé, mais vous êtes en train d'en déployer des nouveaux, donc bientôt on va avoir à peu près tout le spectre des prises en charge. Est-ce qu'on peut espérer que ça évolue? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Pour les certifications. Alors, donc oui, alors déjà, ISATIS n'est pas le seul questionnaire de satisfaction. C'est celui qui est proposé au niveau national, et comme vous devez y répondre, c'est pas mal d'exploiter les données. Maintenant, s'il y a d'autres questionnaires d'expérience, parce que ISATIS ne fait pas que de la satisfaction, mais d'expérience qui sont développés dans d'autres secteurs, et qu'il y a une démarche qualité autour...
Voilà, ça c'est, j'espère que je ne dis pas de bêtises, en disant que c'est accepté. Par contre, ce qui est demandé, c'est qu'un établissement qui est soumis, on va dire ça comme ça, à ISATIS, il doit à minimum analyser ces données. L'assertif va demander ça. Donc c'est vrai qu'en entrée de jeu, de dire, bon, est-ce que vous exploitez vos résultats d'ISATIS, moi ça ne me choque pas en tant que HAS. On a demandé un éclaircissement et on a travaillé avec le ministère là-dessus pour le questionnaire à la sortie papier que vous remettez, parce que les textes ne sont pas forcément très clairs là-dessus. Donc normalement, il y a un travail d'éclaircissement pour dire que, enfin, l'idée qu'on essaie de travailler avec le ministère, c'est de dire, quand vous êtes soumis à ISATIS, bah, vous avez celui-ci, et quand il n'y a pas, ou que votre secteur d'activité, par exemple, je parle par exemple autour de tout ce qui est hôpital de jour, vous n'êtes absolument pas concerné par le périmètre d'ISATIS, oui, travaillez sur l'expérience et la satisfaction de votre patient, parce qu'on ne peut pas porter, notamment aujourd'hui, que l'expérience du patient est très importante, et dire que ISATIS fait tout, alors qu'on a un périmètre qui restreint. Par exemple, les patients qui restent 24 heures à l'hôpital, on ne les voit pas, puisqu'on fait de la chirurgie depuis 48 heures. Donc voilà. Donc, mais on sait qu'on a des efforts de communication auprès des établissements, parce qu'il y a tellement de choses, et c'est pas forcément simple d'y s'y retrouver, on le reconnaît.